Aujourd'hui, juste pour petite intro, donc on va parler d'attaques antagonistes, qui sont des attaques qui affectent tous les réseaux de neurones. On le verra plus tard, il n'y a pas vraiment de protection qui existe. Donc c'est quelque chose, vous allez voir, c'est assez impressionnant, qui sont liés en fait aux propriétés mathématiques sous-jacentes au réseau de neurones. Et donc l'équivalent d'une attaque antagoniste. Ah ouais, j'ai un sacré délai. L'équivalent d'une attaque antagoniste, ce serait ça, une illusion d'optique, entre guillemets. C'est une perturbation qu'on va faire qui va rendre le réseau de neurones un peu confus et qui peut nous aider à entraîner des erreurs de classification, de décision. Alors, l'analogie des réseaux pardon, des illusions d'optique, vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi. Donc, je m'appelle Mathis Hamel. Voilà, vous m'avez peut-être déjà vu sur Twitter. Je faisais de la vulgarisation à une époque. Maintenant, je suis un peu en pause, un peu en froid avec le réseau. Je suis consultant indépendant, donc mon business principal, c'est d'organiser et de coacher pour des compétitions techniques, donc que ce soit de l'algorithmique ou du CTF. Je participe aussi régulièrement à différents events. Voilà, et puis un peu de R&D en cybersécurité en indépendant. Je fais ça sur mon temps libre. Là, ce que vous allez voir, c'est quelque chose que j'ai fait parce que je trouvais le projet amusant. Voilà, et donc je suis Google Developer Expert en machine learning et je suis depuis cette semaine MVP Microsoft en cybersécurité. Donc le machine learning et la cybersécurité, c'est un petit peu le croisement des choses que je fais. Alors, on va commencer avec la base, on va dire, qu'est-ce que c'est un réseau de neurones? Alors, ça va être un petit peu technique, c'est pas nécessaire, là, on va dire les 15 prochaines minutes sont pas fondamentalement nécessaires à comprendre ce que c'est les attaques antagonistes. Vous allez pouvoir tout autant apprécier la démo si vous débranchez votre cerveau pendant un quart d'heure. Mais voilà, je trouve que le fondement mathématique et même l'aspect savoir ce que c'est un réseau de neurones, c'est intéressant et c'est quand même assez nécessaire avec l'émergence de l'IA quand on a un profil technique de savoir un petit peu ce que c'est. Alors, un réseau de neurones, vous connaissez certainement ce genre d'image, des ronds et des flèches. Voilà, c'est à peu près ce qu'on voit quand on n'est pas initié. Des ronds et des flèches. Et en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ces ronds et ces flèches, ils vont représenter des opérations mathématiques. Ici, d'un côté, on va mettre l'entrée, donc les données en entrée, qui vont être des nombres. Ces traitements mathématiques vont être des nombres à nouveau. Et ici, la sortie, ça va être également un ou plusieurs nombres. Alors ici, j'en ai qu'un seul, vous allez voir. Et on va prendre, donc ça, c'est un exemple de réseau de neurones extrêmement simple. Vous voyez le nombre de flèches, ou qu'on va appeler le nombre de paramètres, est assez faible. Dans les réseaux modernes, c'est de l'ordre des milliards de paramètres. Alors, mon réseau de neurones, il va me dire est-ce que une couleur est jolie ou pas? Voilà. Alors, bon, c'est un cas d'usage comme un autre, hein. Par exemple, cette couleur-là, moi, je trouve pas qu'elle est particulièrement jolie. Je vais vouloir que le réseau de neurones y reproduise mon jugement à moi ou le jugement d'un panel d'humains. C'est de là que vient le terme intelligence artificielle. Hein, on va simuler l'intelligence humaine. On va essayer de lui faire donc reproduire là un procédé cognitif humain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Donc là, je lui donne les valeurs RGB, donc rouge, vert et bleu de cette couleur-là, du pixel. Euh, Mon réseau de neurones va me dire, non, pas très beau. Donc on va se dire, la sortie, elle va être par exemple entre 0 et 1. 0 étant une couleur très moche, 1 étant une couleur absolument sublime. Et donc voilà, 0, 17, 17% de beauté, on va dire. Pas génial. Et voilà, moi, c'est ça que je veux que mon réseau de neurones me donne. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Comment est-ce qu'il va faire ce calcul-là? Euh, Déjà, généralement, dans le réseau de neurones, on va avoir une étape de pré-traitement. Donc ici, on va diviser par 255, on va faire une normalisation. C'est-à-dire que au lieu que le pixel, la valeur soit entre 0 et 255, on va la mettre entre 0 et 1, par exemple. Donc ici, on va travailler avec des nombres flottants. Donc ça, c'est une étape assez simple sur des images qui se fait assez régulièrement. La normalisation, on peut faire du whitening, on peut faire de la batch normalisation et tout ça. Il y a un tas de procédés. Mais voilà, on va traiter ces données pour qu'elles soient ingérées plus facilement par le réseau de neurones. Ensuite, alors on va regarder ce qui se passe là-dedans. Donc ces trois valeurs-là, elles sont déjà calculées. Ici, en fait, on va calculer une valeur. Comment est-ce qu'on calcule cette valeur-là? Donc on va zoomer un petit peu. C'est défini par cette formule-là. Alors, on va la décomposer parce que là, elle peut être un peu dense comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Input i, donc ça veut dire, vous voyez, on a une somme là, donc on va prendre les entrées. Ici, 0,290, 0,255, 0,150, 165. Si je reviens un petit peu en arrière, vous vous souvenez, c'est les valeurs qui étaient là. Donc les trois flèches entrantes, c'est les valeurs de la couche précédente. On va ensuite multiplier ça par des poids, donc qui vont être chacune de ces flèches, donc va être un paramètre de poids
qui va être multiplié, donc qui va multiplier la valeur en entrée. Ces poids-là, ils sont pas calculés au hasard, ils vont être déterminés lors de l'entraînement. On verra un tout petit peu plus tard ce que c'est. Et donc, on va faire ce calcul-là, tout simple. On va faire, vous voyez, la somme des inputs fois les poids, 2 à 2 comme ça. On va rajouter ensuite ce qu'on appelle un biais, donc qui est pareil, un autre paramètre qui va être appris lors de l'entraînement, qui va être additionné ou soustrait à cette valeur-là. Donc ça, on a fait ce qu'on appelle une transformation affine. Donc notre réseau de neurones, en l'état, là, il fait ce qu'on appelle une transformation affine. Vous voyez que c'est une combinaison linéaire avec un biais. La transformation affine, ce n'est pas un approximateur universel, c'est-à-dire que un réseau de neurones qui n'aurait que ça comme capacité ne pourrait pas approximer n'importe quelle fonction, n'importe quel processus. Un réseau de neurones, c'est rien de plus qu'une fonction mathématique hein, qui prend des entrées et qui sort des sorties. Pour ajouter, donc, pour respecter ce qu'on appelle le théorème d'approximation universelle, il faut qu'on ajoute une non-linéarité. Donc, c'est-à-dire une fonction, alors on en a plein, mais c'est des fonctions voilà, qui vont être non linéaires, qui ont différents noms. Cette fonction-là, on va la choisir dans le neurone, elle va être figée et on va l'appeler f. Et donc, on va appliquer à f cette entrée-là, ce calcul-là, et ça va nous donner du coup une valeur qui va être, voilà, par exemple 0,852 dans notre cas. Je crois que j'ai pris la fonction tangente hyperbolique pour avoir ce résultat-là. Et donc voilà, on a la sortie du réseau qui est un calcul mathématique, donc des multiplications, des additions et une fonction non linéaire. Donc souvent c'est avec des exponentielles et des divisions. Et donc ça nous donne la valeur de ce neurone-là. On va recalculer donc de la même manière pour ces trois suivants. Et ensuite, une fois qu'on a ces quatre valeurs-là qui sont calculées, on va pouvoir calculer la suivante, la dernière. Voilà, je vous redétaille pas tout le calcul, c'est exactement le même principe. Et ici, ça va nous dire du coup, OK, la couleur, la valeur de beauté de cette couleur-là, c'est 0,179. Donc toutes ces flèches-là, c'est ça en fait, c'est les synapses qui vont contenir le calcul, les paramètres du calcul à effectuer. Et qui vont faire que ce réseau, il nous renvoie cette valeur-là. Alors, l'entraînement, maintenant, donc initialement, le réseau de neurones, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quelle fonction il va approximer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'entraîner. On va lui montrer plein d'exemples de la vie réelle. Donc, on va ajuster ces paramètres qui sont les poids et les biais que je vous montrais tout à l'heure en rouge et en jaune, donc les variables du réseau, entre guillemets. Et avec cet entraînement-là, on va pouvoir les ajuster petit à petit pour que le réseau de neurones nous donne une sortie qui corresponde au mieux à la sortie qu'on attendrait de lui sur une entrée. Et ça va lui permettre ensuite de généraliser, c'est-à-dire ensuite de pouvoir faire des prédictions qui correspondent à le processus cognitif humain qu'on veut lui faire reproduire, mais sur des exemples qui n'étaient pas dans son jeu d'entraînement. Et c'est ça, en fait, c'est cette généralisation qu'on va chercher. Parce que sinon, on peut juste voilà, faire un lookup. Si on présente que des données qui étaient présentes à l'entraînement, on a juste à faire un lookup sur les données d'entraînement. Ça n'aurait pas d'intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent prédire aussi sur des exemples qui n'y ont pas été présentés à l'entraînement. Alors, bon, on va changer de couleur. Voilà, c'est un très joli jaune. Moi, je trouve, voilà, 0,943, ça c'est mon annotation humaine ou celle d'un panel d'humains. Donc, on va avoir besoin d'un dataset qui va contenir des millions de couleurs. Bon, là, peut-être pas avec un réseau aussi simple, mais voilà, des centaines de couleurs et la valeur attendue en sortie. Donc ici, je vous remets, donc c'est le RGB de cette couleur jaune. Ce qu'on va faire donc, initialement, le réseau, ces paramètres, ils sont initialisés aléatoirement. On va avoir des valeurs complètement aléatoires qui vont être mises là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, bah, dis-moi ce que tu en penses de cette couleur-là. Il va nous renvoyer une valeur. Voilà, donc vous voyez, le calcul, on le refait toujours couche par couche, hein. Ça, c'est un graphe acyclique dirigé. Donc, chaque couche va dépendre des résultats de la précédente. Il va nous dire, voilà, 0,491. Vous vous rappelez, on devait être à 0,97, quelque chose comme ça. Donc, cette valeur-là, elle est beaucoup plus basse que ce qu'on attendrait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajuster les paramètres du réseau pour faire augmenter cette valeur-là. Euh, voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc là, mettons qu'on ait les poids ici. Alors, j'ai omis le biais parce que sinon, ça faisait vraiment, vraiment trop de trucs à l'écran. Ces poids qui sont ici, on va, du coup, par exemple, ceux qui sont reliés donc, à une valeur positive, on va les augmenter. Ceux qui sont reliés à une valeur négative, on va les diminuer. Euh,
voilà, on va les ajuster un tout petit peu. Donc, vous voyez, on est passé de 0,622 à 0,624. Alors, pareil, ce delta-là va être calculé d'une manière que je ne vous détaille pas, mais qui va utiliser des fondements mathématiques. Et voilà. Et donc là, vous voyez qu'on est passé de 0,49 à 0,51. Donc, on a un petit peu augmenté. Ensuite, on va faire exactement la même chose sur ces poids-là. Donc, on va travailler de l'arrière vers l'avant, ce qu'on appelle la rétropropagation des gradient. Et voilà, donc là on a encore un petit peu augmenté, on est à 0,52. Je vous redétaille pas les augmentations des poids ici, ce serait un enfer. Voilà, et donc on va répéter ça plein de fois, sur plein d'exemples. Même cette couleur-là, elle va lui être montrée un petit peu plus tard dans l'apprentissage pour voir si effectivement il s'est amélioré ou pas. Et à la fin de suffisamment d'étapes d'entraînement, on espère que le réseau de neurones il aura réussi à suffisamment bien approximer l'évaluation humaine. Donc, il y a un juste équilibre à trouver parce qu'après, il peut y avoir ce qu'on appelle du surapprentissage. C'est-à-dire que le réseau, il va apprendre par cœur les données d'entraînement et il va fitter parfaitement ces données-là, mais il ne va pas réussir à généraliser. C'est-à-dire que tout ce qui est entre les deux, il ne va pas du tout approximer le cerveau humain et donc on ne veut pas aller non plus à cet extrême-là. Donc, il faut trouver un peu un juste équilibre. Il y a plein de techniques pour faire ça. Je tiens à préciser ce que je vous ai montré, bien sûr, c'est un modèle de réseau assez simple. On va dire que c'est le modèle année 2010, quoi. Depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites. Donc, ces ajustements de paramètres, comme je vous le montrais, là où on augmentait ou on diminuait un petit peu les poids pour se rapprocher de la valeur désirée, ils vont utiliser ce qu'on appelle le gradient. Voilà, si pour celles et ceux qui ont fait des études scientifiques, ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Donc, le gradient, c'est l'ensemble des dérivées partielles d'une fonction. Donc ici, en gros, c'est un paramètre. Si je le modifie, comment est-ce que va se comporter la sortie en un point donné? Le fait que l'apprentissage des réseaux de neurones soit basé doivent avoir un gradient, nous force à faire des fonctions qui vont être continues et différentielles ou dérivables. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les réseaux de neurones ont une propriété fondamentale qui est la continuité et la différenciabilité qu'on va pouvoir du coup exploiter. Donc là, on va passer à des trucs un petit peu plus rigolos. Euh, donc voilà, là ce que vous avez par exemple, là c'est donc une fonction. Donc le réseau de neurones, c'est une fonction. Ici, on a pris une tranche en 2 dimensions. Ça, c'est un réseau de neurones qui fait des prédictions d'images. On a pris juste une tranche des entrées à 2 dimensions et on vous montre la valeur de sortie. Alors c'est un réseau de prédiction, donc pareil, on prend sur une seule sortie. Vous voyez que c'est pas des fonctions qui vont être extrêmement lisses. Il y a des bosses, il y a des creux, il y a des falaises entre guillemets. Et ça, c'est juste une représentation à 2 dimensions. Par exemple, je vous montre ici ces 2 points qui vont avoir des entrées extrêmement proches. Donc, vous voyez, si vous changez un tout petit peu la valeur d'entrée de ce point-là, ça va faire grandement varier la valeur de sortie. Ces irrégularités-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on applique une petite perturbation dans une direction qui est bien choisie, on va pouvoir en fait faire complètement bugger le réseau de neurones, entre guillemets, lui faire prédire une sortie qui est absolument incorrecte. Et donc, bien sûr, c'est comment est-ce qu'on choisit cette direction-là pour faire changer la sortie dans une direction qui nous plaît, qui va entraîner une erreur de décision. Là, ce que je vous montre, donc voilà, c'est ça qu'on va appeler les attaques antagonistes. Ça a été théorisé en 2014 par Ian Goodfellow, qui est un mec qui a un ponte du milieu du machine learning. Ce que je vous montre, donc ici, on a une image originale de Panda. C'est celle de Wikimedia. Ici, c'est la même image, mais chaque pixel a été changé de 1 bit. Donc, c'est-à-dire qu'on a augmenté ou diminué de 1 255e la valeur du bit de chaque pixel, donc rouge, vert, bleu, et dans une direction voilà, qui est convenable, qui a été calculée intelligemment. Et ici, si on le passe à un réseau de neurones, alors pareil, qui va avoir été ciblé pour, ici la prédiction est correcte, hein, donc à gauche, l'image originale, 99,7% de confiance que c'est un panda dans l'image. Cette deuxième image, 99,9% le réseau nous dit je suis absolument certain que c'est une chaise. Voilà. Euh, donc voilà, ça s'applique vraiment sur tous les réseaux de neurones. Et donc c'est ce qu'on appelle une attaque antagoniste. Bon, les pandas, c'est cool, hein, c'est marrant, c'est mignon. Voilà, vous l'avez vu au titre de la conférence, on va s'amuser à casser quelque chose de plus intéressant. Voilà, les voitures autonomes. Alors,
Pour des raisons légales et pratiques, je vais reproduire un véhicule autonome quelconque. Donc, j'ai entraîné mon propre réseau de neurones qui fait de la détection de panneaux de circulation. Mais il faut savoir que ces attaques que je vais vous montrer marchent sur des vrais véhicules. Vous irez voir, il y a un blog de McAfee qui a fait ça sur les premiers systèmes de Tesla, de reconnaissance de panneaux de circulation. Euh, donc, notre objectif, ça va être, on va prendre un panneau stop dans la rue. On a notre véhicule connecté, donc qui va se baser sur les panneaux de circulation pour prendre ses décisions et pour conduire. Moi, j'ai envie que ce panneau-là soit détecté comme limite de vitesse 50 km/h. Voilà, comme ça, dès qu'il voit un stop, il va passer à travers à toute vitesse. Donc voilà, donc vous vous rendez bien compte qu'une attaque comme ça, qui serait exécutée avec succès, ça aurait des conséquences catastrophiques. Alors, là, c'est bien beau de vous montrer des attaques sur le papier et tout ça. Euh, je suis venu avec mon panneau stop, hein, parce que pourquoi pas. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, il n'y a pas de panneau stop dans Paris. Enfin, il y en a un du coup maintenant. C'était pas une blague, hein. Alors, je vais vous montrer rapidement. Donc, ça, c'est mon modèle de machine learning. Il est entraîné sur un dataset de. Oups. Ah ouais, en plus, ça va être très récursif comme image. Attendez, je vais le mettre peut-être en bas à droite, comme ça, voilà, c'est caché derrière moi. Donc, c'est un modèle qui est entraîné pour détecter 58 types de panneaux de circulation. C'est un dataset allemand qui est open source. Ici, je vous affiche juste les prédictions sur le panneau stop. Ça marche encore moins, attendez. Bon, je vais le mettre là. Sur le panneau stop et le panneau 50. Donc là, il prédit des valeurs. Donc, vous voyez, là, c'est très bas. Hop, dès que je lui mets le panneau stop, il faut que j'éloigne un peu mon ordi. Hop, désolé. Ça comme ça. J'ai fait un petit rectangle, j'aurais dû le faire plus grand. Voilà. Donc là, je m'embête pas avec le. Ah, il y a des reflets en plus, ça va être un challenge supplémentaire, ça. Voilà, bon, vous voyez, on va faire ça différemment. Je vais prendre un truc qui n'a pas les reflets du vidéoprojecteur, parce que c'est vrai que c'est des systèmes qui sont quand même assez sensibles. Voilà. Bon, vous voyez, là, ça nous détecte un panneau stop avec une très grande confiance. Je peux vous montrer, il n'y a pas de. Alors, je ne me suis pas embêté à acheter un panneau 50 non plus. Ça aurait fait un sacré budget. Mais je l'ai sur mon téléphone, vous voyez, là, il est bien détecté aussi. Donc, ça va être voilà, notre modèle d'attaque. Hop. Bon, je quitte le script. Notre modèle d'attaque, ça va être de faire en sorte que ce panneau-là, en lui appliquant une perturbation, il soit détecté comme un panneau limitation de vitesse. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver cette perturbation? Vous vous souvenez le panda, là, où je modifiais juste un bit? Eh bien, on va utiliser le gradient. On va exploiter cette propriété-là. On va utiliser le gradient. Le gradient, donc, une dérivée partielle, ça s'écrit comme ça. Alors, des ronds de score sur des ronds pixels XY. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment et modifier mon score, quel est le changement de mon score si je modifie un petit peu ce pixel-là, en coordonnées XY, mettons. Le score, ici, on va dire, bah, par exemple, ça va être confiance de prédiction du panneau 50 moins confiance de panneau stop. C'est-à-dire que si notre classificateur va prédire un peu plus le panneau 50 ou un peu moins le panneau stop, ça va faire augmenter notre score. Donc ici, en fait, je veux calculer. Donc ça c'est une différentielle. Pardon, une dérivée partielle, ça se calcule très bien. Ça se calcule du coup grâce aux fonctions qui nous sont fournies par le réseau de neurones, donc si on connaît ces paramètres. Et on peut voir ça aussi comme un coefficient de corrélation. Donc comment est-ce que cette valeur de pixel, avec cette image donnée, la valeur de ce pixel-là, comment elle est corrélée avec le score? Si je le modifie un peu, si le gradient est très élevé, ça veut dire que je modifie un petit peu le pixel, ça va beaucoup modifier le score. Le gradient à zéro, ça veut dire qu'il y aura très peu de corrélation. Et un gradient négatif, ça voudrait dire que si j'augmente un petit peu ce pixel-là, ça ferait diminuer le score. Donc voilà, ça veut dire que si je diminue le pixel, ça fera augmenter le score. Donc on a cette valeur de gradient. On a deux manières de créer une attaque antagoniste. On va soit changer tous les pixels un petit peu dans la direction du gradient. Donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait avec le panda. Donc on va faire plus ou moins un, donc une toute petite valeur. Donc ça, c'est l'attaque basée sur les gradients FGSM, c'est son nom.
Et sinon, on va changer un petit peu de pixels, on va changer juste quelques pixels. Donc on va chercher ceux qui ont le gradient le plus élevé et on va les changer à fond, on va les mettre donc soit par exemple tout noir ou tout blanc, juste quelques pixels dans l'image, mais on va les changer à fond. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici à gauche, on a FGSM, donc plein de petits changements, c'est-à-dire tous les pixels ont été changés de 1 bit. Et ici, on a JSMA, donc Jacobian Saliency Map Attack. Ici, vous voyez, on a quelques... Ah ouais, ça marche bien. On a par exemple ici un pixel qui est très clair. On va en avoir un autre là-dedans, je crois. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. À gauche, là. On a quelques pixels qui ont été changés, mais dans les deux cas, l'attaque fonctionne. Notre classificateur, là, le classificateur que je vous ai montré tout à l'heure, si je lui passe ces images-là, il va détecter un panneau 50 km/h avec un taux de confiance très très élevé. Alors, je pourrais être en train de vous les montrer comme ça, là, de vous montrer, ah, regardez, ça marche. Le fait est que ça ne marche pas. Ces attaques-là ne marchent pas dans le monde réel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça impliquerait que j'arrive à passer au véhicule autonome, j'arrive à lui passer l'image parfaite bit à bit. Donc là, typiquement, ces deltas de plus ou moins 1, ils vont être complètement absorbés par le bruit du capteur, donc de la caméra, l'orientation et tout ça. C'est des attaques qui vont être extrêmement sensibles. Donc si j'ai un accès direct à l'entrée du réseau, ça marche très bien. Donc vous avez un classificateur avec un upload d'images. Ça marche à tous les coups. Par contre, effectivement, dans le monde réel, donc qui va être un petit peu notre modèle d'attaque un peu plus avancé, ça part complètement à la poubelle, ce genre d'attaque. Donc ça va être sensible au bruit, l'angle de l'objet, l'éclairage, même vous l'avez vu là quand je le présentais devant, où il y avait un reflet, le score était pas génial. L'arrière-plan aussi, voilà, bah, ça va être des choses qui vont beaucoup varier hein, d'un panoscope à l'autre. Nous, on veut une attaque qui soit un petit peu universelle. Voilà, donc par exemple, là je vous le démontre. Donc là, c'est l'attaque FGSM, donc qui modifie juste tous les pixels un petit peu. Euh, Ça, c'est le fichier brut. Ça, c'est la même image que j'ai pris en photo avec mon téléphone et que je remontre au réseau de neurones. Vous voyez, il y a un peu de bruit, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Mais dans le fond, c'est la même attaque. Ici, l'attaque ne marche plus du tout, hein. Il redétecte un panneau-stop avec un pourcentage de confiance très élevé. Pareil, donc ça, c'est JSMA, donc celle qui a on appelle ça du bruit sel poivre hein, en vision. Donc des petits pixels. Ici, euh, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, c'est ça. J'ai réappliqué exactement les mêmes valeurs de pixels. Donc ça, c'est sur une image brute, pareil, qui est enregistrée dans mon disque dur. Mais vous voyez, c'est pas la même image de base. C'est pas la même image de fond. Donc là, ce pixel cyan qui était en dessous du P, maintenant, il touche le P. Et donc en fait, ça, pareil, l'attaque ne marche plus du tout. Donc on a deux conditions pour que les attaques JSMA et FGSM fonctionnent. C'est d'avoir une entrée qui soit bit perfect, donc c'est-à-dire qu'on puisse la passer vraiment de manière parfaite, sans compression, sans bruit de canal ou tout ça. Et aussi, un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'on ait un accès en boîte blanche au modèle. Parce que là, en fait, vous vous souvenez, j'ai calculé tout ça avec les gradients. Donc les gradients qui sont une propriété de notre modèle, mais il faut quand même avoir les paramètres. Il faut avoir une copie parfaite du modèle en local pour pouvoir calculer ces gradients-là. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on n'a pas forcément. Surtout sur des API, sur des modèles à la demande, les providers, votre victime va généralement pas exposer son modèle, à moins qu'ils utilisent des modèles open source. Ça, c'est deux conditions dont j'ai envie de m'abstraire. Moi, j'ai envie que l'attaque fonctionne sur n'importe quel système, donc n'importe quel réseau de neurones. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, j'ai quatre conditions moi, que je veux. Premièrement, c'est une perturbation que je vais aller physiquement appliquer à mon panneau, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller dans la rue et coller un autocollant ou voilà, appliquer une transformation sur ce panneau-là, sur n'importe quel panneau, donc qui soit appliqué physiquement au panneau, qui soit la plus discrète possible, bah, parce qu'effectivement, je pourrais aussi coller un énorme sticker limité à 50, ça marcherait, mais voilà, c'est une des conditions d'attaque. Euh, et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Donc, qu'il soit très robuste sur plein de conditions différentes, donc que ce soit sur l'angle de vision, l'éclairage, même les reflets qui sont sur le panneau et tout ça, je veux que ce soit une perturbation qui soit robuste. Et le plus important, sans accès au gradient du modèle. Donc ça va être une attaque en boîte noire. Donc, la résistance au bruit, quand on s'y intéresse un petit peu, on découvre qu'en fait, les attaques antagonistes les plus simples, donc en boîte blanche et en bit perfect, elles vont être très sensibles aux perturbations, aux modifications d'environnement.
parce qu'en fait, c'est des modifications à haute fréquence, c'est-à-dire qu'elles vont s'appliquer de manière très très localisée sur l'image. Donc de l'ordre de 1 pixel ou voilà, d'une valeur de bits. Ici, en appliquant des perturbations à plus basse fréquence, donc c'est-à-dire sur des plus grandes surfaces, euh, on va pouvoir atteindre dans une certaine mesure cette résistance-là. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on ait euh, sur notre panneau que je puisse coller des petits stickers comme ça. Et ça, vous allez voir que ça va apporter une certaine résistance au bruit. Donc, cette attaque en boîte noire, c'est pas très grave, on n'a pas accès au gradient, mais on a quand même le score de prédiction, c'est-à-dire que on peut fournir des entrées arbitraires au modèle et il va nous dire quel score de prédiction il donne à cette image. Ça, c'est important. Il y a des attaques en boîte noire où vraiment on n'aura aucun accès au score du modèle, donc il va juste nous donner la classe prédite, donc il va nous dire c'est un panneau stop ou c'est un panneau limité à 50. Ça, c'est encore un peu plus compliqué à faire. Mais si on nous donne juste le score, par exemple, là, on va dire bah, le score de panneau limité à 50 sur cette image-là, c'est 0,4%. Ici, 18,6. Ici, on a un très bon score, par exemple, sur cette image-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer plein de configurations. Donc, je vais prendre mes petits stickers, je vais essayer des configurations au hasard. Je vais les prendre en photo. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait, hein. Puis, bah, une fois de temps en temps, j'en ai une qui va donner un bon score. Alors, c'est pas efficace du tout de le faire manuellement parce que, vous le verrez plus tard, il faut qu'on essaye des millions de combinaisons. Donc, il va falloir faire de l'automatisation. C'est pas très reproductible parce que bah là, qu'est-ce qui me dit que en fait, ce score de 92%, c'est pas juste une aberration du réseau de neurones, c'est pas juste lié à l'angle de ma photo, c'est pas juste lié à l'éclairage et tout ça. Vous voyez, là, c'est un meuble que j'ai chez moi. Euh, bah, c'est peut-être ce triangle-là, en fait, qui va engendrer cette perturbation qui est exactement à la bonne position. Donc, c'est pas reproductible et ça va être difficile à caractériser. Ce qu'on va faire, c'est du coup travailler dans un environnement virtuel. Alors, il y a des équipes de machine learning qui ont beaucoup plus de budget et de temps que moi, qui font des setups d'attaque virtuelle avec des moteurs 3D, donc qui render un environnement complet. Moi, vous allez voir, c'est un peu plus simple, mais ça marche quand même très bien. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris en photo une centaine de fois avec des panneaux stop. Manuellement, je suis allé donc annoter. Alors, c'est 4 points virtuels qui vont être dans les 4 coins du panneau. Donc, je suis allé au pixel près pour en fait dire sur chaque image, avoir un mapping entre un espace de coordonnées commun et mon image. Donc ici, par exemple, ça me permet de tracer un octogone vert sur tous les panneaux stop. Et vous voyez, bah, on a cette transformation de coordonnées qui nous permet en fait d'appliquer ici des perturbations qui soient les mêmes, quel que soit le setup de l'image, on va dire. Donc là, j'ai mis virtuellement un patch sur la gauche de la barre du T, sur l'intérieur du haut. Vous voyez, quelle que soit l'orientation, l'angle et tout ça, que, on arrive à appliquer ces perturbations de manière identique sur mes 100 images. Et du coup, maintenant, au lieu de calculer le score que j'ai, de le calculer sur une seule image que j'ai pris en photo comme ça, je vais pouvoir le calculer sur une centaine d'images et en faire la moyenne. Et donc ça, si ce score est élevé, ça me dit que mon attaque est robuste. Euh, donc, ça élimine plein de variables externes, donc que ce soit le bruit de capture de la caméra, la position, l'angle, l'éclairage, les reflets, l'arrière-plan. Même pour aller un cran encore plus loin, on pourrait faire ce qu'on appelle de l'augmentation de données, donc c'est-à-dire prendre, prendre ces images et les transformer un petit peu pour en générer encore plus. Donc à partir de 100 images, en générer 1000 par exemple, en changeant un petit peu l'angle, en faisant des choses comme ça. Mais là rien qu'avec une centaine, ça marche plutôt pas mal. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait? La question, c'est bah, comment est-ce qu'on cherche des bonnes perturbations? Ici, on peut faire soit du brute force, donc je vais essayer toutes les combinaisons possibles. Vous verrez plus tard, mais j'ai choisi de faire une attaque qui comporte 10 autocollants comme ça. C'est un bon compromis avec, je peux aller à 100 autocollants, hein, ça marcherait encore mieux, mais après le panneau, il serait vraiment recouvert et ça n'aurait plus de sens. 10 autocollants comme ça, de cette taille, ça couvre un petit peu moins de 3% de la surface du panneau. Euh, donc le brute force, ce serait garanti de nous trouver la solution optimale vu qu'on teste toutes les possibilités. Mais voilà, en calcul rapidement, on se rend compte que ça prendrait vraiment énormément de temps. Euh, voilà, ce calcul-là, d'ailleurs, je le base sur la puissance de calcul de mon ordi. Tout ce que vous allez voir après, c'est calculé sur le MacBook. Deuxième méthode que vous connaissez peut-être si vous faites de la recherche opérationnelle, de l'optimisation, c'est ce qu'on appelle Monte Carlo, donc de la recherche Monte Carlo. On va essayer des perturbations aléatoires. Donc ici, je vais générer
10 emplacements de stickers et 10 couleurs aléatoires de stickers. Et on va voir, bah, il y en a qui vont avoir des bons scores. Et on va garder celle-là. Les bonnes perturbations, c'est rare. C'est de l'ordre de 1 sur 1 milliard en estimation. Donc, il faut qu'on soit sacrément chanceux pour réussir à avoir une bonne perturbation avec une recherche en Monte Carlo. Notamment parce qu'en fait, si on a par exemple, si notre recherche en Monte Carlo, elle nous trouve il y en a 9 sur 10 qui sont 9 autocollants sur 10 qui sont très bien placés, mais un qui est complètement au mauvais endroit, et ben en fait, ça peut complètement faire effondrer le score. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un bel alignement des astres pour que les 10 autocollants soient placés à des bons endroits, entre guillemets. Donc ça, il nous faut beaucoup de chance. Un autre que je mentionne pas ici, c'est de se rebaser sur les gradients, donc de réutiliser les gradients du réseau de neurones, donc refaire un mapping inversé. Ça, c'est assez complexe à faire. Je sais qu'il y a des équipes de recherche qui le font, et c'est pareil, ici, on s'interdit de travailler avec des gradients, donc on peut pas faire ça. Moi, mon modèle d'attaque que je propose, c'est de fonctionner étape par étape. On va chercher d'abord, au lieu de chercher à placer 10 autocollants et à leur donner une position optimale, bah déjà, on va en chercher un. On va essayer de trouver, voilà, donc par exemple, là, mon modèle a trouvé que ce carré noir placé à cet endroit-là, donc après avoir fait 2500 essais aléatoires sur le panneau, celui qui avait le plus haut score, c'était ça. Et celui-là, il est quand même à 99% un panneau stop, mais la classification du panneau limité à 50 est passée de 0,05 à 0,1%, donc on a fait un pas dans la bonne direction. C'est en ajoutant d'autres. Donc ici, par exemple, le deuxième qu'on va placer. Donc celui-là, on le fige. Une fois que la première étape est terminée, on le fige. On va essayer plein d'autres stickers pour le deuxième. Il nous dit le meilleur emplacement, c'est celui-là. Ainsi de suite. Le troisième, il va être placé ici. Voilà. Et donc là, c'est ce que ça nous donne après les 10 itérations, donc les 10 recherches. Donc vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de discrétion, ici ça se voit, surtout si on sait, si on est un petit peu formé à reconnaître des attaques antagonistes, ça se voit. Il y a des équipes de recherche qui ont fait des perturbations beaucoup plus discrètes, soit via des stickers un petit peu en mode graffiti, qui ont été calculés enfin de la bonne manière pour faire ce genre de truc. Soit des tâches aussi, ils faisaient des choses qui ressemblaient un petit peu des tâches de boue, qui sont bien calculées. En fait, du coup, ça rend le truc discret. Ici, donc, l'attaque est un petit peu évidente si on sait la voir, mais on peut faire des choses encore plus discrètes. Voilà. Je rajoute aussi une petite étape. Donc là, je vous disais, on va tester ici, pour chaque sticker, on va tester 2500 emplacements et garder le meilleur. Il y a une petite amélioration qu'on peut faire aussi, qui va être une forme d'optimisation. C'est on va ajouter une étape d'optimisation qui est inspirée par les algorithmes génétiques qui vont être, après avoir calculé donc les 2500 itérations pour placer le nouveau sticker, on va essayer de bouger les autres un tout petit peu et on va essayer de voir si ça améliore le score ou pas. Et donc, on va voir un petit peu, bah, celui-là, par exemple, si je le bouge un tout petit peu par là, ah, le score augmente un peu, donc je vais faire ça. Et ça nous permet en fait un petit peu comme si on secouait la perturbation, on va faire du recuit simulé, on appelle ça. Et ça va nous permettre de trouver une configuration qui est encore un tout petit peu meilleure. Et donc, en ajoutant cette étape-là entre deux options deux opérations de recherche, ça va nous permettre de grandement améliorer le score encore. Donc, vous voyez, là, je vous fais la différence. On a un tout petit peu modifié certains stickers et la deuxième configuration va être un tout petit peu meilleure. Alors, en matière de score, qu'est-ce que ça nous donne? Alors là, je vous montre d'abord juste voilà, des graphes et tout ça. Après, je vous le montre là-dessus, hein. Euh, donc ici, je vous montre le score de classification entre 0 autocollant. Donc ici, la détection est parfaitement panostable, jusqu'à 20 autocollants. Donc vous voyez que si on pose 20 autocollants, mon étape enfin ma recherche va nous donner quelque chose qui va nous donner un score qui est extrêmement proche de 1, c'est-à-dire que il va détecter quasiment systématiquement le panneau 50 et quasiment jamais le panneau 5. Donc ici, à partir de quatre stickers, on est à peu près égal, c'est-à-dire qu'il va prédire autant de scores de confiance panneau stop et panneau 50. Donc déjà, à partir de quatre petits autocollants bien placés, on peut déjà faire en sorte que la machine soit confuse et potentiellement voilà, qu'elle s'arrête, qu'elle dise je comprends pas ce que je vois, et donc le véhicule comprenne pas trop ce qu'il voit. Voilà. Donc, pour un bon compromis, parce que je vous disais, on peut continuer très loin. Pour un bon compromis, moi, je me suis dit 10, c'est pas mal. Euh, et vous voyez qu'on est un petit peu dans ce ventre-là. Et donc, avec 10, dans 90% du temps,
la voiture verra un panneau 50 et pas un panneau stop. Alors, c'est le moment de faire une démo. Alors, du coup, je vais passer juste 2 minutes à coller mes petits autocollants au bon endroit. Donc, en attendant, si vous voulez, vous pouvez récupérer une copie des slides ici. J'ai écrit un papier aussi, un petit papier de R&D si vous voulez un petit peu plus de détails techniques, un petit peu plus de graphiques. Alors, là, j'ai l'impression, on a l'impression que je les mets un petit peu au hasard. Ce que vous voyez pas, c'est que j'ai des tout petits bouts de scotch qui m'indiquent les bons emplacements. Et pour les couleurs, je regarde cette image-là. Hop, il en faut 3 blancs en dessous. Ah, ok, alors attendez, est-ce que je peux vous le remontrer? Pour vous montrer qu'il n'y a pas d'entourloupe, je vous le remonte donc ici voilà, sur mon téléphone. Le panneau stop de base, il est effectivement détecté à fond. Ici maintenant, voilà. Bon, là, je ne l'ai pas mis tout à fait au centre. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, il y a encore de temps en temps où ils voient un panneau stop, mais dans la grande majorité du temps, ils voient un panneau 50. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'attaque antagoniste. Alors, hop, dans la présentation. Donc, vous vous rappelez des conditions qu'on avait imposées. Donc, on veut une perturbation qui soit appliquée physiquement au panneau. Ça, c'est bon, hein, j'ai des petits autocollants. Ici, on pourrait même aller encore plus vite en mettant par exemple un feuillet transparent qui aurait déjà les stickers placés au bon endroit. Le plus discret possible. Alors, voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez. Qui soit robuste sur un grand spectre de conditions, donc que ce soit du bruit, de l'orientation et tout ça, et qui n'ait pas accès au gradient du modèle. Ici, vous vous souvenez, on s'est juste basé sur le score de sortie du modèle. Euh, à mon avis, ces 3 conditions-là sont remplies. La condition de discrétion, on peut faire mieux, hein, clairement. Même si, voilà, si vous voyez ça passer, alors je dirais, j'allais dire si vous le voyez passer rapidement dans un coin de l'œil sur l'autoroute, mais les panneaux stop sur l'autoroute, je crois pas que ça existe. Mais voilà, on a quand même, pour un œil humain qui serait pas entraîné à les détecter, il y aurait pas de souci là-dessus. Voilà, alors, bien sûr, il y a de l'amélioration à faire. J'aurais probablement pas le temps de le faire, mais moi, c'était plus un POC que j'ai fait pour m'amuser. Plus de discrétion, voire même un modèle en black box plus, donc c'est-à-dire sans accès même au score brut du modèle, parce que ici, voilà, moi j'ai utilisé dans mon attaque le score exact de prédiction fourni par le réseau de neurones. Il y a des modèles d'attaque qui vont encore plus loin et qui vont uniquement se baser sur la classe prédite en sortie, soit en reproduisant le modèle, donc en reproduisant une copie du modèle en se basant sur ce qu'il voit, ou alors en utilisant du transfert. Donc en fait, il y a quelque chose dont on se rend compte, c'est que donc cette attaque-là fonctionne sur le réseau de neurones que j'ai entraîné, parce que c'est le réseau de neurones que j'ai utilisé en tant que victime dans mon entraînement, dans mon algorithme qui fait la recherche. Il y a des chercheurs qui ont découvert qu'en fait, cette attaque-là pourrait très bien fonctionner sur d'autres réseaux de neurones. Donc typiquement, si vous avez entendu parler de Glaze, qui est un site qui permet de protéger, donc pour les artistes, qui leur permet de se protéger contre les IA génératives. Donc typiquement, quand on dit fais-moi une œuvre au style, selon le style de Picasso ou tout ça, ces artistes-là veulent se protéger, veulent pas qu'on puisse reproduire leur art. Donc le modèle Glaze avait été entraîné sur un modèle open source, donc qui était Stable Diffusion, mais on se rend compte qu'en fait l'attaque, donc il y a une attaque antagoniste derrière, euh, cette attaque antagoniste-là fonctionne aussi sur d'autres réseaux pour lesquels les chercheurs n'avaient même pas accès. Ils ont juste testé et ils ont trouvé que ça marchait. Voilà, donc en fait, il y a une transférabilité aussi. Donc en local, si j'ai un modèle qui est entraîné sur à peu près les mêmes données, et ben les attaques antagonistes, on se rend compte, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on se rend compte que ces attaques vont fonctionner aussi sur d'autres modèles qui sont pas open. Alors, voilà quelque chose qui est assez effrayant avec ça, c'est que tous les réseaux de neurones, alors de complexité suffisante, je suis même pas sûr que le tout premier que je vous ai montré avec ces 8 paramètres là fonctionne, mais tous les réseaux de neurones modernes sont vulnérables à ce genre d'attaque. Il y a des protections qui se mettent un petit peu en place, que ce soit donc d'ajouter de la détection, donc typiquement de refuser, de refuser de détecter, de classifier un panneau qui aurait ce genre de perturbation. Donc on peut mettre un algorithme supplémentaire, mais en fait ça fait juste une surface d'attaque en plus, une protection en plus à contourner. Il y a différentes autres possibilités, typiquement des espèces de floutage ou des choses comme ça. Donc il y a des recherches qui sont en train d'être faites là-dessus. À l'heure actuelle, il n'y a vraiment rien de probant qui existe pour se protéger contre ce genre d'attaque.
Donc, si vous avez des modèles, des réseaux de neurones en prod qui sont ouverts au public, voilà, c'est une bonne idée de pas leur faire prendre enfin, pas leur faire prendre des décisions qui vont avoir un impact fort. Donc, typiquement, des véhicules connectés, des véhicules autonomes. Il y a toujours ce danger-là s'il y a quelqu'un qui décide de l'attaquer. Votre réseau peut aller se planter dans un mur avec grand plaisir parce qu'il a détecté avec une confiance très très élevée que ici c'était un panneau 50 km/h. Voilà, je vous remercie. Euh, voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. Ça permet de bien.